Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Asmodée France. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver à l'occasion de cette émission spéciale Jeux à deux pour la Saint-Valentin. On a plein de super jeux de société à vous présenter, donc on espère que vous êtes tout aussi motivés que nous pour découvrir les pépites ludiques à deux qu'on vous réserve. Alors déjà sorti ou à venir?
Exactement. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, on va vous montrer pas mal de choses. Vous allez en découvrir, redécouvrir, peut-être même en apprendre un peu plus sur certaines que vous connaissiez peut-être pas encore. Donc avec plaisir, évidemment, pour partager tout ça avec vous. Oui, c'est un peu le petit twist de cette émission. On fait une émission très classique, on fait une sélection de jeux, on vous présente plein de jeux à deux. Mais néanmoins, on voulait se doter d'arguments pour vous donner envie de rester jusqu'au bout avec nous, de découvrir chacun de ces titres. Et donc, parmi les arguments, il va y avoir du teasing un peu exclusif et il va y avoir la possibilité surtout de gagner un jeu qui n'est pas encore disponible en boutique. Donc, restez avec nous. Ouais, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a un peu de spoil à un moment. Enfin bref, vous verrez plus tard. On arrive assez vite dans le cœur du sujet. Là, l'idée, c'est que le jeu à deux, c'est devenu évidemment un peu une nouvelle manière de jouer. Alors, évidemment, ça fait très longtemps que le jeu à deux existe et se pratique, mais il y a eu un développement très très fort depuis ces dernières années du jeu à deux, soit par donc l'ouverture de certaines mécaniques de jeu ou de certaines thématiques de jeu au jeu à deux, soit par vraiment du jeu à deux qui se développait. Alors je pense en particulier à l'interactivité qu'il y a dans le jeu à deux, ce genre de choses, qui deviennent prépondérants et qui parfois donc évoluent vers d'autres jeux aussi. Donc il y a toutes ces choses qu'on va un peu voir avec vous. Alors ce ne sera pas technique, hein. L'idée c'est vraiment de parler de jeu, évidemment, pas de mécanique et de moteur. Et c'est vrai que ces dernières années, voilà, il y a beaucoup de titres de jeux à deux qui sont sortis. Ils sont de plus en plus chouettes, de plus en plus intéressants. Donc en fait, c'était vraiment l'opportunité, avec ce prétexte de la Saint-Valentin, de mettre un gros zoom sur ces jeux spécifiques, pensés pour deux joueurs et qui réservent de très très bons moments à deux. Alors vous verrez, on a ouvert, parfois c'est du 2 et plus. On a essayé de pas trop le faire parce qu'il y a très souvent des jeux qui permettent de le faire à 2 et plus. Donc il y a une catégorie en particulier où on y allait, mais parce que ça se joue particulièrement bien à deux. Évidemment, si vous êtes d'accord, pas d'accord, l'idée c'est que de toute façon ça reste très vivant, donc si vous avez des remarques, l'idée c'est qu'on échange. Évidemment, ça se fait par discussion, donc faut pas hésiter à intervenir. Nous, on attend ça, évidemment. Exactement. Justement, voilà, on a le chat directement sous les yeux, donc on va pouvoir suivre. Déjà, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à tous d'être là. On est très contents de retrouver en plus plein de personnes qui commencent à devenir des habitués. Donc ça fait plaisir. Et puis, on va pouvoir peut-être commencer à vous parler du sommaire de cette émission. On a pensé l'émission en 4 parties. Une partie des jeux à deux pour une soirée, on va dire, tranquille et complice. Puisque, après tout, la thématique est celle de la Saint-Valentin. On s'est dit que peut-être le ressort compétitif, qui est un ressort évidemment très très riche, n'en doutons pas, mais c'était peut-être pas le tout premier sur lequel on avait envie de commencer la soirée, et peut-être des jeux un peu plus calmes, un peu plus parfois coopératifs, allaient être une approche intéressante. Ou compétitif doux, quoi. Voilà. Où c'est compétitif, mais où on n'est pas vraiment sur quelque chose de trop martial ou de trop frontal, qui du coup effectivement est un peu un autre état d'esprit, on va dire, que ce qu'on pensait au départ. Explique-moi, Ika, non mais il faut pas spoiler comme ça. Oui, évidemment, on va parler de Miwashi. Du coup, merci à l'auteur d'être dans le chat. On va parler également dans une deuxième partie des jeux pour vivre l'aventure à deux. Donc là, on sera sur des jeux déjà avec des mécaniques un peu plus compétitives, mais dont le pitch va être de vivre une expérience, soit à travers des jeux d'enquête, soit à travers des jeux, on va dire, d'épopée industrielle. C'est ça, des thématiques immersives, parfois, oui, certaines mécaniques un petit peu plus complexes ou roboratives, on va dire roboratives. Là, vous verrez au fur et à mesure de notre listing, qui, encore une fois, n'est évidemment ni exhaustif, ni arrêté. Hein. L'idée, c'est on vous présente certains jeux. D'ailleurs, on reviendra dessus, mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez les voir plus tard à Cannes, pour ceux d'entre vous qui viendront à Cannes, que vous puissiez échanger avec votre ludicaire sur ces jeux qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Bref, de peut-être les garder en mémoire ou de un peu faire votre sélection. On ira ensuite véritablement sur des jeux pour une bataille acharnée. Voilà, là, on y est. Là. Oui, il en faut, évidemment. Des très bons jeux compétitifs, il y en a plein, donc on ne pouvait pas ne pas y aller. On ne peut pas passer outre.
Et on terminera par un petit teasing final avec 3 pépites qui s'apprêtent à sortir et qu'on a envie de vous présenter un peu en avant-première. Je réagis au chat. Alors, non, nous ne gardons pas les enfants. Néanmoins, on fera tôt ou tard une émission dédiée aux jeux pour les enfants. Donc, peut-être qu'en les mettant sur un jeu enfant, pendant que vous faites un jeu à 2, c'est une manière de les occuper. C'est une possibilité. Après, comme on disait, il y a certains jeux à 2 qui se jouent aussi en équipe. Donc il y a possibilité de jouer en 1 versus 2 ou 2 versus 2, et ça reste un jeu à 2. Il y a certains jeux à 2 qui vont être un peu plus permissifs et qui vont permettre aussi d'avoir un aspect un petit peu plus spectateur. C'est-à-dire certains jeux, ils ont une mise en scène qui permet que on prend presque autant de plaisir à regarder jouer qu'à jouer soi-même. Et donc il y a aussi un côté où on peut tout à fait faire une table où on va jouer les uns derrière les autres, mais tout en observant ce qui se passe pendant la partie. Bref, plein de solutions pour cette sélection. Yes. Bon, Quentin, explique-moi ça. Pardon. je le saurai, j'y ferai attention la prochaine fois. Alors, une fois qu'on a parlé du sommaire, quand même, une dernière chose. On a comme toujours des tirages au sort avec de chouettes jeux à vous faire gagner. Concrètement, ce sont les jeux qu'on va vous présenter, pas tous évidemment, mais un certain nombre. Et le plus, comment dire, peut-être le plus attendu de ceux qu'on va vous présenter, c'est celui qui n'est pas encore sorti. Donc, à la toute fin de ce live, vous aurez l'opportunité de gagner en avant-première un Azul Duel. Donc, si vous voulez faire du Azul Duel pour votre soirée de la Saint-Valentin, alors qu'il n'est pas encore sorti, et ben c'est l'occasion. Non, mais vous voulez faire du Azul Duel pour... Tu as raison, vous voulez. Vous ne le savez pas encore, mais vous voulez faire un Azul Duel. Moi, je vous le dis, hein, vous voulez. Même pas que pour la Saint-Valentin, hein, c'est dès que vous le recevez. Hein, j'aime beaucoup Azul Duel, donc je vais pas... On reviendra sur le sujet. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit pour cette introduction. N'hésitez pas, comme toujours, donc à commenter, à réagir. Et puis, si ça te va, José, on commence. Allons-y. On vous plonge dans nos jeux qu'on a intitulés sobrement « Quand jeu à 2 rime avec poésie ». Ouais, pourquoi poésie? Parce que là, l'idée, c'était de vous montrer des jeux. Alors, faut penser la poésie au-delà de l'aspect coopératif ou de l'aspect... ça peut être dans la thématique, ça peut être dans la direction artistique, ça peut être dans plein d'éléments du jeu qui sont évidemment aujourd'hui prépondérants, hein, et qui vont vous permettre de vivre un petit moment onirique, effectivement, un petit moment un peu à part. Et dans le lot, vous allez voir, il y a un peu tout. Il y a à la fois du compétitif et du coopératif, et compétitif, un petit peu de compétitif d'abord, un petit Shadow Theater. Vas-y, je te laisse ouvrir sur Shadow Theater. J'allais simplement dire que on commence par la nouveauté de chez Space Cowboy. Vous avez peut-être entendu parler donc de ce nouveau jeu The Shadow Theater qui est particulièrement beau, particulièrement avec une DA très soignée. Et donc, même si c'est un jeu compétitif, effectivement, c'était intéressant pour nous de vous le présenter comme une invitation à aller au théâtre d'Ombre Chinoise avec votre partenaire pour ce soir de la Saint-Valentin, à travers un jeu aux mécaniques, du coup, certes compétitives, mais très, très poétiques. C'est ça. On vous le montre. Là, c'est la boîte, en fait, donc l'écrin, on peut dire l'écrin, puisque la boîte va servir pendant la partie comme un paysage. C'est un théâtre d'ombre chinoise, puisque c'est un conte chinois. Hein, le roi singe Sun Wukong qui voyage à travers la terre du milieu, la province du milieu. Et donc là, on va jouer en compétition. L'idée, c'est d'aller évidemment scorer des points. Très souvent, dans les jeux à 2 joueurs, il y a une certaine interaction déjà qui se fait dans la typologie de jeu, mais il y a aussi cet aspect où soit on va avoir des mécaniques qui vont être des courses au point, soit on va avoir quelque chose d'un petit peu plus frontal où finalement l'impossibilité de faire jouer l'autre nous rend victorieux, ou en tout cas l'aspect course qui peut se mettre en place. Là, on est sur plutôt un scoring de points. Donc, on va avoir des singes qui vont se balader sur le plateau. On va essayer d'aller les récupérer en les attirant et en les nourrissant avec des pêches et en allant chercher des émeraudes. Alors, vous me dites,
Vous allez me dire, c'est très étonnant comme univers, oui, parce que ça reprend en fait les codes du conte, comme on disait tout à l'heure, du roi singe. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui ont été gardés pour remettre dans cette boîte, pour créer une expérience de jeu, comme vous le voyez, une boîte assez compacte, et une expérience de jeu où on est sur du placement d'ouvriers, du simili-placement d'ouvriers. Là, l'idée, évidemment, c'est que quand on se place à un endroit, l'adversaire ou le partenaire de jeu ne peut pas venir à cet endroit, et on va à la fois avoir des actions afférentes à cet endroit, mais on va aussi pouvoir récupérer des cartes qui sont des actions spéciales. Et donc, évidemment, il faut tirer son épingle du jeu en prenant la meilleure stratégie, en étant assez souple aussi pour changer de stratégie au bon moment. Outre l'ADA, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est toute l'attention aussi qui a été portée au matériel. C'est-à-dire que vraiment ce format compact, avec cette boîte qui s'ouvre, qui fait un décor de jeu, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe vraiment quelque chose qui est assez particulier, qui est assez unique. C'est pas toujours pensé à ce point-là. Et donc ça, je trouve ça très appréciable dans cet aspect-là. Évidemment, comme toujours, on vous le disait, il sera à Cannes. Donc pour ceux qui ont la possibilité de venir à Cannes, il faudra venir évidemment nous voir. On vous attend avec impatience et vous pourrez entre autres jouer à Shadow Theater. Exactement. On va pas ouvrir tous les jeux. Oui. On préfère vous prévenir d'avance parce que ce serait trop long. En fait, on en a vraiment beaucoup à vous présenter. Mais voilà, celui-là, de par le fait qu'ils viennent de sortir et que, on va dire, il y a un effet particulier à l'ouverture de la boîte, c'était intéressant de pas uniquement vous montrer des images, mais de pouvoir aussi vous détailler un peu le produit. On passe sur donc un jeu qui a déjà été spoilé, merci. Oui. On passe sur Niwashi. Je vais le chercher. Je t'en prie. Il faut dire qu'on en avait déjà parlé la dernière fois en plus. Donc... Niwashi, c'est pour le coup une très bonne définition d'un jeu poétique, tranquille, pour faire une soirée complice de la Saint-Valentin. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un jeu coopératif. Donc, qui dit jeu coopératif dit pas de frustration de lui a gagné, pas moi, mais au contraire, on gagne, on perd ensemble. Au-delà d'être un jeu coopératif, c'est un jeu intéressant parce que il a ce twist de ne pas pouvoir communiquer directement avec son partenaire. Donc, vous allez devoir, certes, vous faire comprendre de l'autre, essayer d'induire par vos propres actions ses futures actions à lui, sans pouvoir directement lui dire « agis ainsi ». Donc, comment ça se passe ? Vous avez en fait différents types d'actions à pouvoir faire. Vous avez la lanterne, vous avez le fait de pouvoir poser certaines tuiles à certains endroits, et en fonction en fait de comment vous faites vos actions, ça donne l'indice à votre partenaire de comment vous allez pouvoir... qu'est-ce que vous essayez en fait d'orienter. Parce qu'on doit réaliser les objectifs de l'autre sans les connaître. Donc réaliser ces patterns, pourquoi ? Parce qu'on est dans un jardin zen, donc d'où le fait aussi que thématiquement, on ne va pas faire de bruit, là on cultive un petit peu le silence. L'idée c'est de se transmettre la bonne information à travers du non-verbal, par la pose d'une tuile qui va nous permettre de donner le bon indice. Donc évidemment, c'est toujours très subtil dans ces jeux-là, l'aspect d'arriver ou pas à transmettre l'information. Il y a évidemment une courbe de progression parce que plus on va jouer, plus on va se comprendre et arriver à se transmettre facilement ces infos. Et il y a quelque chose, effectivement, il y a une atmosphère dans ce jeu qui est très particulière, et qui se crée justement par... Et ce matériel, donc là on vous le redit encore, celui-là encore plus compact, donc vraiment là on peut l'emmener partout, tout le temps, y jouer constamment, et par le côté très thématique du silence, du jardin zen, qui est extrêmement appréciable. C'est un jeu, pour le coup effectivement, pour ceux qui aiment les jeux abstraits, on est pas mal dedans. Pour ceux qui aiment moins les jeux abstraits, il y a assez de thèmes évidemment et assez et cette mécanique justement de transmission d'infos est hyper intéressante, donc elle va vous permettre aussi de vous y faire ou pas en fonction, vous allez découvrir. Personnellement, moi c'est un jeu que j'adore, vraiment j'aime beaucoup Niwashi, je trouve c'est une petite pépite ludique une grande pépite ludique dans une toute petite boîte plutôt. Je vois qu'on a Explique-moi ça qui justement réagit en disant « J'ai testé avec différentes personnes et il faut vraiment réussir à créer une complicité.
Ben justement, en fait, c'est aussi tout l'intérêt. Tu disais tout à l'heure que plus on joue au jeu, plus finalement on commence à avoir aussi des habitudes avec son partenaire en y jouant. Et c'est aussi pour moi ce qui en fait, je suis désolée de revenir au thème, mais un excellent jeu de la Saint-Valentin, parce que justement ce côté, au fil des parties, on construit une sorte de mémoire du jeu commune qui permet d'être de plus en plus fort dans la mécanique du jeu. Moi, j'aime beaucoup ce genre de Ouais, et puis la communication, c'est important, on le rappelle, hein, dans tous les aspects de la vie, et en particulier le 14 février, mais pas que. Et puis, il y a aussi ce qu'on dit souvent, c'est qu'en jouant avec quelqu'un, on découvre beaucoup de la personne. Absolument. Donc, si c'est votre première Saint-Valentin, allez sur un jeu de communication limité, vous allez découvrir plein de choses, ça va être assez intéressant, je pense. On continue sur un thème à la fois zen, ambiance asiatique, etc. Oui, tout à fait. Avec un classique. Hop, c'est l'heure de Tokaido Duo. Est-ce qu'il tient? Oui, il tient. Pas du tout, il tient pas. Si, il tient. C'est le plastique, en fait. Hop, et il n'y a pas de reflet, c'est nickel. Un voyage à travers le Japon, donc évidemment, on va se balader dans les îles japonaises en croisant des artistes qui vont créer des estampes qu'on va essayer d'aller visiter. L'idée, c'est que tout au long du chemin, évidemment, on ne va pas pouvoir aller là où les autres vont, donc il y a quelque chose de très... là où l'autre va, puisque là on parle du duo, mais il y a aussi la déclinaison de Tokaido qui est une version à plusieurs joueurs. Là, l'idée, c'est de faire donc, le plus beau chemin possible. Donc on va s'arrêter pour prendre le thé, on va s'arrêter pour discuter avec les artistes et donc repartir avec des estampes. Il y a quelque chose de très paisible, effectivement, de très zen. C'est un des premiers jeux vraiment qui cherchait à cultiver cette ambiance. Et je crois qu'Antoine l'avait dit à l'époque quand il avait créé le jeu, que vraiment c'est ce qu'il recherchait. Au-delà de la mécanique, au-delà de la thématique, il voulait vraiment quelque chose où on se sente par le simple fait d'être dans quelque chose de pas contraint, d'être dans un voyage vraiment tranquille, quelque chose où on ressent le zen à travers l'expérience de jeu. Et ça, c'était assez nouveau, je pense, au moment où c'est sorti. Et donc, aujourd'hui, la version duo, évidemment, qui permet cette même expérience à deux, donc avec, pareil, une boîte un petit peu plus compacte, parce que la boîte est un petit peu plus grande, et puis il y a quelques petites différences évidemment mécaniques qui font que c'est tout de suite un petit peu plus interactif sur la version de joueur. Comme très souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu de joueur implique aussi une certaine j'allais dire le clin d'œil, c'est-à-dire que le fait que j'aille me mettre là, ça m'arrange peut-être pas, mais je sais que ça te dérange. Donc oui, comme certains l'ont dit dans le chat, ça peut finir en bain de sang, mais pas Tokaido Duo, normalement, c'est pas prévu pour. Non, c'est inscrit dans les règles que ça se finit toujours paisiblement. Donc garantie dans les règles. On sort un peu des îles tranquilles, oui. Des paysages blancs et tout calme pour aller sur une autre thématique. Là encore, c'est un jeu dont on vous a déjà parlé, mais qui se prête particulièrement à... une soirée très tranquille, on va sur Patchwork, d'autant qu'on a l'édition 10 ans anniversaire. Ouais. Patchwork, c'est un classique, évidemment, pour ceux qui connaissent. On va pas vous en dire beaucoup que vous ne savez pas déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un jeu qu'on recommande vivement. Vraiment, c'est un classique du jeu de joueurs. L'idée, c'est évidemment d'aller créer un patchwork, donc il y a des pièces de tissu sur la table, on va les récupérer. Ces pièces de tissu, elles prennent un temps qui est différent en fonction de la pièce, donc c'est le temps pour lequel chaque couturière va prendre pour faire son patchwork, et vont rapporter un certain nombre de boutons qui sont les points de victoire, qui sont donc différents en fonction des pièces. C'est un Uwe Rosenberg, donc c'est un grand nom du jeu de société, évidemment. Et je vous disais, l'aspect très classique de ce jeu fait qu'il est dans plein de ludothèques aujourd'hui, et que... il n'est pas invisibilisé, mais il est presque tellement classique que du coup, on a tendance à se dire, c'est bon, on l'a. Mais en fait, moi, je trouve que Patchwork,
il y a un vrai plus, c'est le moment où il arrive, Patchwork, on s'y attend pas. C'est-à-dire que vraiment, on dit, bon, la thématique, déjà, elle n'est pas évidente, aller sur une thématique comme ça. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien dans la mécanique et qui fait que, déjà, les parties se ressemblent assez peu les unes les autres, mais qui fait qu'on a très vite envie d'enchaîner. Alors, évidemment, je vais arrêter de dire c'est un jeu que j'adore, parce que sinon, on va y passer tout le live, mais ouais, moi c'est un jeu que je trouve sous-coté par rapport à son potentiel, parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire, et quand je dis sous-coté, c'est déjà un jeu qui est très connu, qui a une très belle position, mais enfin, pour moi il devrait être tellement encore plus connu que ça. D'autant que pour effectivement confirmer, selon moi, ce que tu dis, il y a cet aspect où c'est un de ces jeux où c'est très facile d'embarquer tout le monde. Le jeu est très simple à expliquer, et à la fois, on le comprend très vite, en même temps, au fil des parties, on a ce sens de « Ah, on aurait pu améliorer son jeu de telle et telle manière ». Il y a une petite dimension de hasard qui fait que aussi les parties ne sont jamais les mêmes, et qui rend aussi, selon moi, le jeu quelque part accessible aussi. C'est que tout n'est pas non plus sur de la planification hyper longue, même si bien sûr, en fonction des pièces de patchwork qu'on voit disposées autour du plateau, on réfléchit quand même évidemment ses coups d'avance. Donc oui, ce côté très accessible le rend aussi, pour moi, très très bon. Ouais, courbe de progression souvent. Vous verrez, il y a très peu de jeux qui n'ont pas cette courbe de progression. C'est plus ou moins affirmé en fonction des jeux, mais beaucoup de jeux, évidemment, plus on y joue, meilleur on va être. Et ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que très souvent, c'est le signe de certaines possibilités. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on découvre le jeu, on ne va pas du tout y jouer de la même manière que quand on a déjà 5, 10, 15 parties de jeu, parce que là, on a déjà des stratégies, et autre avantage, c'est qu'on sait aussi quelle va être la stratégie de l'autre, et qu'on est déjà dans, ce que je trouve moi hyper intéressant dans le jeu de joueur, c'est rentrer dans la tête de l'autre pour arriver à se dire, il sait que je sais que je sais qu'il sait que je sais, donc je vais faire l'inverse, qui est déjà pas du tout l'inverse, parce qu'en fait c'est déjà prévu en face, enfin bref, ce côté mind game qui est hyper intéressant, quoi. On passe sur un tout autre jeu. Sûr. Kodama Duo, alors là pour le coup, on va vous le montrer à l'écran. Kodama, on revient vraiment sur un jeu, on va dire très zen, très tranquille. On vous plonge au cœur de la forêt. On va y retrouver les esprits de la forêt. Et votre but dans Kodama, c'est de créer l'arbre le plus accueillant possible pour les esprits de la forêt. Ce qu'il y a de très chouette dans ce jeu, c'est que quand bien même si c'est un jeu compétitif, quand bien même à la fin vous avez perdu, ça arrive, je suis désolée, moi non plus je n'aime pas ça, mais ça arrive, et ben en fait c'est ce petit sentiment de satisfaction à la toute fin que, oui mais mon arbre il était quand même plus beau que le tien. C'est possible. Il y a ce côté où on prend plaisir à construire cet arbre qu'on va voir grandir, où on va accueillir différentes petites espèces, où on va accueillir différents esprits. Et voilà, je trouve vraiment ce côté, on a construit une belle... alors, c'est pas une œuvre d'art, c'est un arbre, mais une belle création. C'est un côté très satisfaisant. D'accord avec toi, il y a vraiment ce côté où, effectivement, donc c'est de la superposition de cartes, hein, on va les poser les unes sur les autres, et puis développer comme ça son arbre devant soi. Plus, évidemment, il va y avoir de petits bourgeons, plus on va pouvoir accueillir, et de branches, plus on va pouvoir accueillir d'esprits de la nature. On revient sur le zen, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose de très... un peu Ghibli, un peu... Voilà, il y a plein d'inspirations différentes, mais il y a quelque chose de très onirique. Évidemment. Oui, il y a quelque chose de très onirique dans ce jeu-là, malgré l'aspect effectivement très compétitif, puisque c'est celui qui fera le meilleur, le plus bel arbre, ou en tout cas l'arbre le plus efficace, si un arbre peut être efficace. Donc ouais, il y a quelque chose qui est pareil, on disait, on va arriver aussi à développer des stratégies au fur et à mesure. Alors, il est un peu moins stratégique que certains autres qu'on a déjà dit. Là, c'est plus, on n'est pas tout à fait sur un jeu d'ambiance, mais c'est plus un jeu plaisir, où va y avoir, comme disait Marie, un vrai côté où... parfois, on sait qu'on va se flinguer les poings, mais c'est pas grave, parce que l'arbre, il sera plus joli à la fin. Et dans les faits, c'est tout aussi appréciable que d'avoir réussi à faire un super score. Et puis, on terminait cette thématique jeu à deux rimes avec poésie, avec un jeu qui, là encore, est particulièrement intuitif dans le cadre du thème de la Saint-Valentin. Alors, c'est pas spécifiquement un jeu à deux, puisque c'est un jeu de deux et plus. Oui, c'est ça. Mais bon,
aujourd'hui, comment ne pas vous parler de Flowers? Alors, vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Hein. On rappelle que bon, les fleurs, ça s'offre tous les jours de l'année, hein, pas spécifiquement le 14 février. Mais effectivement, Flowers, pour nous, c'était vraiment le clin d'œil. C'est-à-dire que très souvent, la Saint-Valentin est associée aux fleurs. Donc, on était un peu obligé de vous faire ce clin d'œil. C'est un jeu qu'on aime beaucoup en plus. Donc, on était un peu obligé d'en parler. Donc, un jeu où on va développer son parterre de fleurs, en essayant de maximiser les points entre les fleurs de même couleur et de chiffres différents. C'est-à-dire que côte à côte ne peuvent pas se placer des fleurs de même chiffre. Donc il y a comme ça un jeu un peu malin d'aller chercher le meilleur spot pour poser sa fleur, tout en cumulant donc les informations qui viennent autour, parce que évidemment les autres se développent et qu'on sait qu'il y a un nombre de cartes fini, donc on sait aussi en fonction des cartes qu'on voit tomber un petit peu les différentes possibilités qu'on peut potentiellement encore avoir. Donc ça c'est pour ceux qui aiment les probas et qui aiment se lancer vraiment dans un jeu très très poussé, mais Flowers a vraiment cet écartement là de pouvoir se jouer de manière vraiment très jeu d'ambiance, où on va juste prendre plaisir à développer son jardin, jusqu'à des jeux beaucoup plus serrés, beaucoup plus tactiques, où vraiment là ça va devenir un vrai jeu de scoring. Et évidemment, les deux typologies de joueurs, ça fait des gros gaps de score quand ils jouent ensemble. Hein. Voilà, faut s'attendre à ce que ce ne soit pas tout à fait les mêmes manières de jouer, quoi. On en vient à la fin de cette première partie qui était donc pour une Saint-Valentin calme, tranquille, poétique. Et donc, qui dit fin de la première partie, dit premier tirage au sort. Le premier jeu qu'on vous propose de gagner, c'est le tout premier qu'on vous a présenté, c'est-à-dire The Shadow Theater. Hop. Est-ce que ça va être bon pour vous, Maëlle et Alexia, pour... À la technique. La technique nous dit, ça arrive. Donc, il y a un exemplaire de ce jeu à gagner. La commande sera... point d'exclamation Cupidon, tout accroché. CUPIDON, hein, pour ceux qui auraient un doute, pas de K et pas de double D, parce que sinon ça marche pas. Pas de CCD non plus. Ah oui, lancer une CCD, tiens. Hop, alors, exactement, ça commande. Ah, attends, lancez pas tout de suite, pas tout de suite, c'est pas encore lancé, mais vous avez la bonne commande, ceci dit. Non, stop. Ça arrive presque. C'est parti, là vous pouvez y aller. Donc il y a 1 minute avec le mot-clé Cupidon, point d'exclamation avant. Donc pour ceux qui l'ont déjà lancé, relancez la commande, effectivement, parce qu'elle n'a pas été prise en compte avant. Mais là c'est le moment, effectivement, de participer pour essayer de gagner le jeu. Comme on vous le disait, alors derrière, évidemment, n'hésitez pas, une fois que vous avez reçu le jeu, à nous envoyer vos commentaires dessus. Nous, c'est un jeu qu'on apprécie vraiment pour cette mise en ambiance, pour ce côté vraiment entrer dans l'histoire du roi singe et puis dans ce théâtre des ombres. Donc voilà, il y a un vrai truc où derrière, dites-nous ce que vous en avez pensé aussi, évidemment. Donc il reste quelques secondes, il reste une dizaine de secondes. Ah oui, il est joli. Non, on est d'accord. Hein. Il est vraiment très joli. Oui, Promeeple, oui. C'est parti donc pour la roue qui s'affiche pour le gagnant. On va connaître le gagnant dans pas longtemps. J'adore cette roue, hein. C'est vraiment... C'est Gauthier ? Je crois. C'est Gauthier. DCTR. Ouais. Félicitations. Qu'est-ce que ça peut être, DCTR? De Quattro, l'auteur d'Aniwashi. Et bravo. Bravo Gauthier. On passe donc à la deuxième partie de cette émission, quand jeu à deux rime avec aventure. On va alterner des jeux dont on vous a déjà parlé assez régulièrement, que ce soit via Twitch ou via le blog, mais qui néanmoins sont de très bonnes expériences dans le cadre du jeu à deux et pour la Saint-Valentin. Et puis, on va partir aussi sur d'autres types de thématiques, des jeux d'aventure un peu plus larges.
On commence avec les jeux d'enquête. Vous connaissez forcément, évidemment, Unlock, Unlock Short. Pourquoi on parle quand même d'Unlock ? Comme disait Marie, il y a au-delà de l'aspect on peut jouer à plus de 2, il y a aussi ce côté où, en fait, le fait de jouer à 2 sur un short en particulier, sur un Unlock, ça marche aussi, mais sur un short en particulier, il y a certains scénarios, je trouve, qui se prêtent particulièrement au jeu à 2, parce qu'ils sont vraiment très resserrés, et bon, il y a toujours cette problématique qu'il peut y avoir d'accès au matériel. Par exemple, si le groupe est trop grand, ça devient compliqué parce que tout le monde veut voir les cartes. La A2, c'est un format qui est assez solide. Il y a déjà un bon ping-pong d'informations sur l'énigme. Bref, ça peut assez bien avancer. Et puis, il y a aussi très souvent ce truc de on va l'acheter ensemble, donc forcément, on a envie d'y jouer ensemble. Il y a forcément ce truc-là qui vient. Puis, il y a aussi le côté série. Ça... Le côté, on aime avoir découvert une première édition, un peu comme une série finalement télévisée. Il y a presque un côté rendez-vous dans les Unlock, avec chaque histoire étant différente, les niveaux de progression qui sont à chaque fois bien établis. Donc voilà, moi je sais que j'aime ce côté, c'est le rendez-vous Unlock du moment. On découvre les 3 nouvelles expériences qui sont sorties. La nouvelle saison est sortie, on peut y aller complètement. Il y a complètement ça. Et puis un jeu d'enquête à 2, c'est un côté romantique, non? Quand on résout l'enquête. Quand on n'y arrive pas, c'est un côté... Mais évidemment qu'on résout l'enquête. Parfois, on a un peu plus de temps. Mais il y a des indices dans Unlock. On peut ne pas rester coincé. Qui dépasse le temps d'un Unlock? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça m'arrive parfois. Donc oui, évidemment, Unlock est toujours une très bonne idée pour une soirée à 2. Donc n'hésitez pas, et puis que ce soit effectivement un format short, plus court, plus petit, qui peut se trimballer partout, ou un format boîte traditionnelle, on va dire. On enchaîne sur Behind ? Alors Behind, Behind qui est nommé aux As d'Or, évidemment, qui fait partie des jeux qui, pour nous, sont une petite révolution dans le paysage ludique. Petite révolution parce que il y a vraiment un côté très novateur dans Behind, est très entre guillemets, pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Vraiment ce côté où tu ouvres la boîte et tu joues sans règles, on rentre directement dans le jeu. Il y a quelque chose de très fort dans ce qui a été créé là par Kif. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été nommé. Il y a vraiment ce côté hyper innovant. Il marche très bien à 2, il marche évidemment très bien à 3-4. Encore une fois, comme on vous le disait, c'est un format qui est un petit peu plus large que le jeu à 2. Mais à 2, il y a vraiment un côté très serré, qui fonctionne très très bien avec Behind. Alors, nous, on avait la petite boîte scénario démo. Le scénario démo, c'est ce que vous verrez sur les salons. Parce que Behind contenant 3 scénarios, l'idée c'est évidemment pas de vous spoiler quand vous allez sur un événement, et donc de pas faire un des scénarios de la boîte. Donc il y a un scénario démo qui est fait pour, vous y jouez, il est bouclé, et derrière ça ne vous spoile pas évidemment la boîte, parce que sinon c'est dommage. C'est un peu moins bien. C'est entre guillemets la faiblesse et la force d'un jeu d'enquête, c'est qu'il y a un côté, c'est maintenant qu'il faut qu'on le résolve. Et donc, quand on n'y arrive pas ou quand on peine un petit peu, c'est peut-être un peu dur, mais le refaire, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment, je trouve que ça pousse à une certaine créativité, à une certaine où on se dépasse un petit peu parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le refaire avant un certain temps, avant d'avoir un petit peu fait plein d'autres scénarios et oublié un peu ce qui s'y passait. Donc, il y a vraiment ce côté urgence, entre guillemets, qui marche très bien. Et Behind... énorme coup de cœur, évidemment. Énorme coup de cœur sur Behind. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec les jeux comme Behind, qui sont des jeux quelque part d'expérience. Certes, tu les vis quelque part qu'une fois, mais ceci dit, je trouve qu'en termes de souvenirs, ils te marquent et ils te laissent une impression très forte, presque plus parfois que d'autres jeux, alors qu'ils ont une rejouabilité infinie, mais qui par contre, quelque part, te marquent moins. Moi, je sais que je me souviens très bien de plein de parties, que ce soit d'Unlock, de Bombbuster, de Behind fait avec des amis, parce que justement, l'expérience que tu vis à ce moment-là, quelque part, tu sais aussi qu'elle est unique et t'en profites d'autant plus. Je suis complètement d'accord. Je pense que ça, c'est
Ce qui pour moi rejoint effectivement ce truc de l'urgence où ouais, c'est maintenant qu'il faut qu'on y arrive. Et effectivement, ça va te marquer, surtout que certains scénarios en plus ont des thématiques qui fonctionnent bien. On ne vous l'a pas précisé, mais vous en avez sans doute déjà entendu parler. Donc c'est un jeu de tuiles où il va falloir essayer de recréer l'histoire avec donc les différents indices qui sont devant nous. C'est-à-dire que chaque tuile va pouvoir se mettre à droite, à gauche, en haut, en bas. Et donc, il va falloir recréer ce tableau qu'on va retourner une fois qu'on aura tout créé. Et quand on l'a retourné, c'est là qu'on se rend compte si on s'est trompé ou pas. Attention, nous on recommande vivement, il y a généralement donc des petites cartes questions qui permettent de cibler des indices. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini son tableau, l'idée c'est aussi de ne pas avoir la déception en le retournant, de se dire « Ah zut, ces deux-là étaient inversés ». Donc les questions sont hyper importantes pour ça parce qu'elles permettent de pointer des choses que normalement on a vues en faisant l'enquête mais on peut être passé à travers. Donc il y a un petit côté aussi apprentissage, il y a un côté évidemment plein d'univers différents, parce que là dans la boîte, il y a à la fois Pierrot, il y a Martin Wittberg, il y a Maud Chalmel, chacun a fait un peu son scénario. C'est aussi ça qui est très très riche, c'est qu'on rentre dans l'univers, un petit peu dans la tête entre guillemets de chacun des illustrateurs qu'on apprécie beaucoup et qui va nous emmener vers un autre moment où on joue le même jeu, mais on est tout le temps dans des univers un petit peu différents. Et ça, c'est hyper appréciable. Ne serait-ce que dans la manière dont le tableau, entre guillemets, est disposé à la fin. C'est pas toujours les mêmes. Il y a vraiment quelque chose de très créatif, je trouve, dans Behind, et d'hyper appréciable. Mais ça, après, pour moi, évidemment. On voulait aussi vous reparler de Perspective. Donc Perspective, il y a deux boîtes sorties aujourd'hui, la orange et la bleue étant la dernière. Et Perspective, c'est aussi un de ces jeux d'enquête coopératifs, mais comme pour Niwashi qu'on évoquait tout à l'heure, avec lequel, pour le coup, on ne va pas pouvoir communiquer directement. Donc, tout le ressort, ça va être de réussir à faire comprendre à ses partenaires un certain nombre d'indices. En fait, chacun va avoir des vues différentes. Des informations différentes. Ouais. Et il faut réussir à comprendre, dans sa propre fiche, qu'est-ce qui est pertinent de remonter à son partenaire pour qu'il devine lui-même le reste de l'histoire. C'est un vrai jeu malin sur... en fait, c'est presque sociologique, c'est-à-dire que comment est-ce qu'un groupe fonctionne sur une communication qui est... qui est restreinte ou qui est drivée, enfin qui est contrainte. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que chacun va choisir comme information? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Qu'est-ce que ça va déclencher chez l'autre du coup? Et est-ce que ça va déclencher quelque chose? Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas un rebond d'informations pour arriver à trouver la bonne information? C'est quelque chose à décortiquer, c'est hyper intéressant comme... là, on est en train de rentrer dans l'esprit. Je vois tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que avoir ce côté, tout est sous tes yeux. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faut réussir à dire à son partenaire pour qu'il comprenne et fasse lui-même les liens avec ce qu'il a lui-même sous les yeux? C'est très intéressant. Ouais. Et puis, il y a un côté frustrant, mais agréable de se dire mince, j'avais la réponse sous les yeux depuis le début, je ne l'ai pas vue, j'ai mis tant de temps à comprendre que c'était ce point-là sur lequel il fallait que je l'alerte. Non, puis il y a le truc très, très sympa, effectivement, sur l'enquête, où très vite on se sent hyper impliqué, parce que évidemment on est tous des enquêteurs, facile, on a lu 14 milliards de livres policiers, on suit des séries policières, oui, on est très très bon. Bon, en fait c'est un peu plus complexe que ça, et c'est aussi tout le côté malin, tout le génie de l'équipe de dev et de créa d'arriver à twister comme ça des indices pour que ce soit simple, mais en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît comme ça à première vue, et puis d'arriver à retourner le truc pour être toujours un petit peu dans quelque chose de nouveau, parce que sinon c'est vrai que c'est un grand classique, l'enquête, on en fait beaucoup, le jeu d'enquête est très développé, donc il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont proposées, mais l'idée c'est toujours d'y aller sous un autre angle, donc là à la fois la mécanique, comme disait Marie, sous l'aspect informations différentes, communication d'informations, et puis sous l'aspect aussi de renouveau de proposition, de proposition ludique, entre guillemets.
Crime Zoom, bah oui, Crime Zoom, évidemment, Crime Zoom, dossier criminel. Donc, bah, c'est ce qu'on disait. D'autres propositions dans le cadre de dossier criminel, donc c'est un vrai dossier, on va l'ouvrir. Là, c'est un cold case, entre guillemets. Alors, c'est pas des cold cases parce qu'on n'est pas toujours sur des affaires finies, mais un Crime Zoom qui va être sur un aspect plus point and click, entre guillemets, où chaque carte est un élément de l'enquête qu'on va retourner, dans lequel donc, on va un petit peu avancer, découvrir les indices qui sont propres à cette carte et qui vont nous servir donc, au fur et à mesure de notre enquête, et un dossier criminel où on va être plutôt dans l'immersion dans une enquête où là, bah, on va avoir tous les éléments sous la main, à la fois le dossier du légiste, les photos, et c'est des jeux comme ça où on est vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que dans un cas, on va être sur un format qui est quasiment voyage, sur un format très simple, dans le Crime Zone, effectivement. Dans l'autre cas, faut prévoir deux, trois épingles pour pouvoir accrocher certaines pièces au mur. Prépare le terrain. Ouais, alors... le café. Nous, sur les dossiers criminels à la maison, je vous livre un petit moment de vie. Donc, généralement, on y joue avec ma douce et nos enfants. Et ça prend quand même toute la table, plus une partie des meubles, dans le sens où on va scotcher les éléments à droite à gauche pour avoir tout en vue et se dire, OK, alors ça correspond avec ça. C'est peut-être dû à certaines séries qu'on a regardées. Peut-être. Mais c'est toujours très bien de l'immersion pour se mettre dans l'ambiance. Et en plus, c'est pratique. Complètement. Alors, effectivement, là, on étire un petit peu le côté jeu à deux. Évidemment, il y a un côté où à deux, ça fonctionne très bien. Ça peut très bien fonctionner à 3, à 4. Il y a plusieurs possibilités. Mais à deux, il y a vraiment ce qu'on disait, une espèce de ping-pong de réflexion qui va beaucoup plus vite en fait qu'à 4 ou à 5. Donc là, il y a un côté où oui, on a réussi à résoudre l'enquête. C'est notre enquête, entre guillemets, on a réussi à le faire, on est allé au bout du challenge, au bout du défi, quoi. On sort complètement de la partie jeu d'enquête, mais on reste dans les jeux qu'on appelle des jeux d'aventure, pour entrer on part sur un type d'aventure vraiment très très spécifique. Vous allez probablement nous dire, mais quel rapport avec la Saint-Valentin? En quoi c'est romantique? C'est un grand écart. Mais si, on part sur des aventures industrielles. Il existe des couples d'entrepreneurs, non? Oui, certainement. Certainement, il y a des chances. Donc là, voilà, on vous propose l'aventure industrielle à travers 2 jeux. Et on va commencer par Canal, de chez Silex. Canal de chez Silex, qui est alors plutôt une grosse boîte, là, effectivement, dans tous les formats qu'on vous montre. Canal, il est assez volumineux. Donc là, on va être sur de la gestion de ressources. L'idée, ça va être de construire tout un réseau, alors de bâtiments, de canaux, de voies maritimes ou de voies de transport, pour être le meilleur entrepreneur possible. Donc on est sur vraiment l'aspect très développement. Effectivement, là, quand on parlait de thématique, on est sur une thématique où, oui, vous pourriez dire, on commence à s'éloigner un petit peu de l'aspect Saint-Valentin, entre guillemets, mais dans les faits, non, puisque jouer à deux, ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc forcément, à la Saint-Valentin, comme n'importe quel autre jour, jouer à deux à Canal, ça fera aussi partie des plaisirs de la vie. Donc plutôt pour des duos initiés, c'est une typologie de jeu qui est un petit peu plus exigeante, avec un matériel qui est assez conséquent. Donc avec ce système de roues, donc c'est un Uwe Rosenberg, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un des jeux de cet auteur fantastique qui est Uwe Rosenberg, avec cette roue de matériaux dans laquelle on va aller chercher les différentes ressources, qui est un système qu'il a déjà développé depuis un moment déjà, qui est revenu plusieurs fois dans certains de ses jeux, donc qui est presque en soi un classique. Entre guillemets du jeu initié, et là il y a un vrai nous on voulait le mettre en avant parce qu'on voulait aussi vous montrer l'aspect assez large, c'est-à-dire qu'on voulait pas rester soit sur des jeux coopératifs, soit sur des jeux compétitifs et rester sur quelque chose de très bloqué à 2 joueurs entre guillemets. On voulait vraiment aller sur une proposition qui était un peu différente aussi. Donc on peut y jouer en solo, on peut y jouer à 2 à Canal, mais il y a vraiment cet aspect de
oui, évidemment, vous êtes des duos de joueurs initiés. Bah, il y a aussi pour vous, c'est pas que de l'ambiance ou que de l'enquête, quoi. Et dans un autre style, Flatiron, parce que pour le coup, effectivement, l'un et l'autre sont tous les deux de l'aventure industrielle. Pardon, je bafouille. Un petit peu plus initiés dans le cas de Canal et plus accessible dans le cas de Flatiron. Donc 2 joueurs. Celui-là n'est pas encore sorti, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas en boîte, à vous le montrer. Il est pas encore là. 2 joueurs, on va donc jouer des entrepreneurs aussi, hein, c'est le thème, où on va développer le Flatiron de New York. Donc l'idée, ça va être évidemment d'aller chercher des matériaux pour faire monter les étages du Flatiron, construire les piliers qui servent de base à chaque étage amenant une nouvelle mécanique de jeu. Donc ce qui est très intéressant, donc là où on était sur quelque chose de très exigeant, gestion de ressources, être le plus, avoir la meilleure programmation entre guillemets possible, ou en tout cas la meilleure stratégie, sur un Flatiron, il faut être plus opportuniste, il faut arriver à choper la bonne ressource au bon moment, à être celui qui construit l'étage, avec chaque étage amenant une nouvelle mécanique de jeu. Il faut être celui qui amène la mécanique pour soi au bon moment, donc il faut aussi prendre, on va dire, prendre la bonne vitesse de développement au tournant du match, et parfois, sur une mauvaise décision, effectivement, on peut être très, je dis match, mais vous avez compris, ça peut être très compliqué de rattraper. Donc il y a comme ça quelque chose, et de très interactif, hein, comme ça, quelque chose de très direct dans Flatiron, où vraiment... encore une fois, le choix de faire l'action qui nous importe est parfois moins important que de faire l'action qui bloque, qui embête notre adversaire ou partenaire, parce que justement, on peut y gagner plus à l'empêcher de faire son action qu'à réaliser la nôtre. Il y a tout le temps plein de moments comme ça qu'il faut sentir, et comme on disait, donc des courbes de progression pour être meilleur, ou en tout cas grimper dans la connaissance du jeu, quoi. Et qui arrive, alors je sais plus, j'ai plus la date en tête. Je me lançais dans une bêtise. Mais c'est mars. Au printemps, oui. Ouais, j'ai un doute. C'est ce que j'avais en tête aussi, mais je suis pas sûre. Mais donc, on vous dira. On termine cette partie par un classique. Ah oui. On va dire un petit jeu pour voyager. On passe sur Jaipur. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ne connaît pas Jaipur? Alors, si vous ne connaissez pas, il faut vous précipiter chez votre éditeur. C'est sûr. Parce que c'est pour moi un incontournable du jeu à 2 joueurs, Jaipur. On ne peut pas dire le classique des classiques, ça ne veut rien dire, il y en a plein qui sont des classiques. Mais Jaipur, il y a un vrai... c'est une espèce de pierre angulaire. C'est-à-dire que le moment où Jaipur arrive, je pense, en tout cas moi en tant que joueur, j'ai une espèce de flash, et je réalise que au-delà du jeu de cartes, parce que évidemment les jeux de cartes à collectionner c'est des jeux à 2 joueurs, au-delà du jeu abstrait, les échecs, les dames, où effectivement là on va être sur du 2 joueurs, bah non, il y a du moderne à 2 joueurs qui fonctionne, et ouais, Jaipur là, moi m'a complètement transporté. Donc de la collection, hein, on va essayer d'avoir les bons bijoux au bon moment, parce que les bijoux, c'est ce qu'on va vendre au marché. Enfin, c'est les bons tissus ou les bonnes ressources, les épices qu'on va donc vendre au marché. Pardon, je vous dis des bijoux, mais les bijoux, c'est les points qu'on récupère, qui vont nous permettre d'aller chercher justement ces fameux bijoux sur lesquels on va scorer des points. Évidemment, il faut être le plus rapide à scorer le plus de points possible. Ça se joue en plusieurs manches, donc il y a en plus ce côté où, oui. Ok, tu as eu la première manche, mais j'y retourne. Il y a quelque chose comme ça qui marche très très bien, dans Jaipur. Et entre guillemets, je vous redis, d'expérience personnelle, c'est la première fois où moi je voyais presque un jeu abstrait aussi intégrer autant d'éléments thématiques, et que ça forme un tout qui était finalement très immersif. Alors que bon, t'es dans ton appart parisien, t'es pas sur le marché en Inde, quoi. Il y a vraiment, mais là il y a un vrai côté où t'es complètement focus dans le jeu, quoi. Il y a vraiment quelque chose où tu rentres dans le jeu et t'essayes de gagner. Alors, comme certains le disaient, effectivement, comme c'est du compétitif, ça peut finir en revanche. Non pas en bain de sang, évidemment, mais on en refait une histoire de
D'autant que ça s'y prête d'autant plus que le jeu est quand même court, ça se joue très vite. C'est encore, pour le coup, un jeu très simple à appréhender. Et oui, donc il est très facile de convaincre. Moi, j'avoue que c'est un des jeux que je sors très régulièrement quand on a envie de faire un jeu, mais en même temps, c'est un soir un peu fatigué où t'as pas envie de te lancer dans quelque chose, soit de très long, soit d'extrêmement complexe. En fait, Jaipur est extrêmement satisfaisant pour ça parce que t'as cette rapidité du jeu, tu t'es dit que tu vas faire qu'une partie, en fait t'en fais plein parce que tu refais la revanche, la belle, etc. Et finalement, t'étais pas si fatigué que ça. C'est ça que ça te... Tu te rends compte que ça va, allez, une autre. Donc non, c'est vraiment un super jeu. Et effectivement, comme c'est un classique, mais qu'en même temps, devant la multitude de jeux à deux qui sont sortis ces dernières années, on finit par un peu l'oublier. Donc on avait envie de le remettre un tout petit peu au devant de la scène. Est-ce que... Oui, c'est le moment du deuxième ou pas? C'est le moment du deuxième tirage au sort? Mal, ça va être bon pour Ouais, toi? ça y ressemble. Donc, vas-y, je te... non, je t'en prie. Donc, Cupidon, le point d'exclamation Alors, Cupidon, vous connaissez. Cette fois, on vous propose de gagner un exemplaire du fameux patchwork 10 ans. Donc ça va être effectivement la même commande. Point d'exclamation Cupidon. On attend juste le top de mail pour nous dire... C'est parti. Et bam. Donc là, pendant la minute qui vient, c'est le moment de lancer la commande. Point d'exclamation Cupidon. Donc pour gagner le patchwork 10 ans, vous allez voir, alors pour ceux qui avaient déjà la boîte, le travail qui a été fait sur la boîte de patchwork 10 ans c'est beaucoup du travail graphique. La boîte a été refaite, le visuel a été refait. Les éléments de jeu n'ont pas changé. Là, c'était plus la boîte dont on voulait un écrin un petit peu plus anniversaire, quoi. C'était vraiment l'idée. Et du coup, si vous ne connaissez pas encore le jeu, ça va être, je pense, un plaisir de le découvrir. Enfin, nous, on vous disait, c'était vraiment aussi l'occasion de remettre certains classiques en avant. Alors parce qu'on les aime beaucoup déjà, et parce que aussi, il y a un peu ce côté où on a pris l'habitude de les voir, donc ils sont dans l'étagère. Mais en fait, ça reste une proposition ludique qui est incontournable, entre guillemets. Enfin, en tout cas, qui n'a pas trouvé de comparaison ou de nouvelles propositions, quoi. Ah, le gagnant a été tiré au sort. Et donc, félicitations à Pamela 3250 qui gagne cet exemplaire de Patchwork 10 ans. Bravo Pamela. Pareil, quand tu recevras la boîte, on a hâte d'avoir tes commentaires sur le Patchwork 10 ans. N'hésite pas. Alors, on entre maintenant dans un tout nouveau chapitre. On a essayé de ne pas y aller trop vite. On a essayé d'être gentil, de s'offrir des fleurs, d'aller sur des espaces très poétiques. Mais bon, à un moment donné, faut de la bataille. Là, on parle de Saint-Valentin ou on parle de jeux de société? On parle de jeux de société à deux. On parle de jeux de société à deux et de comment on construit une soirée avec plein d'expériences ludiques différentes. Tout à fait. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que le jeu à deux, comme on vous le disait au début, ce principe d'interaction, d'interaction directe, c'est-à-dire que vraiment une ressource que je prends, tu ne peux plus l'avoir, ou un territoire que je prends, tu ne peux plus y accéder. Ce côté-là est évidemment assez frontal. Et ça fait partie aussi un peu du plaisir du jeu à deux, c'est qu'il y a un vrai... on s'empoigne, vous avez compris, dans le jeu, métaphoriquement, évidemment, pas en réel. Voilà. Et là, l'aspect, effectivement, duel, vraiment, la plupart des jeux d'ailleurs, aujourd'hui, qui ont comme ça des interactions très directes, pour beaucoup, vont s'appeler duel. Donc, pas seulement parce que c'est des jeux à deux, aussi parce que ce qu'ils vous disent, quand ils s'appellent duel, c'est qu'il y a un vrai côté où, entre guillemets, un seul des deux esprits l'emportera. Non pas survivra, évidemment, vous avez compris, mais vraiment ce côté où c'est de l'affrontement direct, quoi. Et oui, le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu, pour plein de raisons, bien sûr. Donc, chez Repos, qui est sorti il y a quelques temps, qui est... on vous en avait parlé pour Noël déjà. Voilà, le jeu qui, aujourd'hui, met un peu tout le monde d'accord. C'est-à-dire que thématiquement, mécaniquement, c'est
très poussé, l'intrication entre la mécanique et la thématique est très très forte. Donc il y a un vrai côté, très réussi à ce niveau-là, à mon sens. Et puis il y a cette mécanique très très sûre qui nous vient évidemment de Seven Wonders, Duel, pardon, qui repose donc sur cette pyramide, ou donc en fonction de l'âge auquel on le fait, cette forme de carte, où on va aller chercher les cartes qui vont composer notre mur, enfin notre partie, notre plateau. Et là, c'est vraiment tout le jeu et tout le sel du draft contre draft, qui là n'est pas du draft, mais qui est vraiment je la prends ou je te la laisse. Et ce dilemme-là, il est hyper prégnant. Et c'est ce qui fait tout le sel du jeu, c'est qu'à un moment, on va très vite se dire que non, faut vraiment pas que elle ait la possibilité de faire ça, donc tant pis, je suis prêt à sacrifier un tour. Ouais, mais si je sacrifie un tour, du coup, ça veut dire que je vais lui donner l'opportunité de me rattraper sur telle piste où moi j'étais très avancé. Voilà, il y a tout cet effet de timing, tempo, ping-pong qui fonctionne très bien, hein, évidemment. Moi, ce que j'aime vraiment particulièrement dans le jeu, c'est qu'effectivement, comme il y a plusieurs conditions de victoire possibles et plusieurs manières d'arriver à la victoire, j'ai eu l'impression, dans les premières parties que je faisais, que finalement certains chemins étaient plus privilégiés que d'autres. Je pense notamment à la victoire militaire qui me paraissait plus évidente comme manière de gagner, puisque c'est celle aussi à la fin qui arbitre les comptes, j'ai envie de dire. Et en fait, plus on fait de parties, plus on se rend compte que non, vraiment, il y a des combos, il y a des possibilités d'aller chercher des associations en progressant sur certains moyens d'arriver à la victoire, sur différents chemins possibles. En fait, c'est là que le jeu devient de plus en plus riche et qu'on se rend compte que non, il n'y a pas un seul chemin privilégié, il y a bien toute une série de stratégies qu'on peut appliquer pour finalement arriver à la victoire, et c'est vraiment très très plaisant. La monostratégie, c'est pas l'idéal. Monostratégie, ça, je crains que ça ne fonctionne pas. Mais après, il y en a sans doute qui diront, bah non, pas du tout. Moi, je le sais, je fais comme ça. Ah oui, mais du coup, même problématique que d'habitude, quand on sait ce que tu fais, bah du coup, c'est très prévisible, donc on peut te bloquer. Donc il y a vraiment ce côté où, non, il faut vraiment arriver tout le temps, comme dit Marie, à passer sur plusieurs chemins, et puis à se dire, ok, non, en fait, au bout d'un certain temps, c'est vraiment celui-là qu'il faut que j'utilise et qui va me permettre d'aller au bout. Quel merveilleux jeu. On continue chez Duel, mais cette fois on vous parle de Splendor. Splendor Duel. Alors évidemment, quand Splendor Duel est sorti, les taquins disaient Splendor ça marche très très bien à deux, pourquoi faire un duel, ça n'a aucun intérêt. Dans les faits, évidemment, toutes les différences de mécanique ont, je pense, mis tout le monde d'accord sur le fait que c'est complètement un autre jeu. Évidemment qu'on est dans Splendor, évidemment qu'on va aller chercher des gemmes et essayer d'être le plus efficace sur le scoring de points, mais là, en fait, l'escargot, en tout cas le labyrinthe de gemmes qui change complètement la préhension, le tempo de jeu, la manière dont on va aller justement chercher ces différentes gemmes pour construire notre possibilité, notre plateau entre guillemets. Là, il y a vraiment quelque chose d'innovant et donc qui emmenait Splendor vers une autre expérience. Et c'est aussi ça aujourd'hui, et c'est aussi ce dont on voulait vous parler, c'est que il y a beaucoup d'itérations dans les jeux qu'on connaît qui sont allés vers des jeux duels, et très souvent, l'idée c'est pas juste de dire on peut faire cette expérience à deux joueurs et on va faire une petite règle ou deux histoire de dire ok, à deux joueurs ça c'est solide. Non, c'est très souvent essayer de garder le cœur de la mécanique qui fait qu'on aimait le jeu au départ, mais le twister assez, enfin le tordre assez, pour le rendre hyper intéressant et pour rendre l'expérience à deux joueurs à la fois proche, mais très différente. Et donc de se dire, on joue pas du tout, on joue à deux jeux vraiment. Il y a une vraie similarité, il y a un vrai univers commun, il y a quelque chose où on sait qu'on est à la maison, entre guillemets, mais c'est vraiment deux manières très différentes de l'aborder. Et ça, c'est hyper appréciable. Et dans Splendor, évidemment, il y a eu un travail très, très, très poussé de réglage et de méca. Et ça a l'air simple, hein, comme ça, ce labyrinthe de pierre, mais la manière, l'impact que ça a sur le jeu, ça change complètement la manière qu'on a de jouer. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'y ont pas joué, essayez-le. Enfin, vraiment, on redit, hein, Splendor à 2, c'est très très bien, mais Splendor Duel,
c'est autre chose. Enfin, vraiment. Et on peut être très bon à l'un et pas si bon que ça à l'autre. Hein. Je crois que c'est mon cas d'ailleurs. Et j'en profite pour un petit tips. Pour ceux d'entre vous qui, justement, aimeraient y jouer prochainement et qui auraient besoin de conseils avisés pour remporter la partie, sachez qu'on a un article sur le blog dédié avec une interview, justement, de mémoire de l'auteur pour réussir à vous donner les clés de comment bien démarrer votre partie pour être de plus en plus bon à Splendor Duel. Et donc, peut-être, pour la première fois, réussir à remporter la partie sur votre moitié, ce serait quand même drôle. Ah bah oui, c'est bien d'y arriver quand même. Il y a un moment où on se dit c'est bon, c'est bon. Après tout ce chemin, on a enfin réussi. Il existe des conseils, des stratégies déjà. Non, bien sûr. Que vous pouvez aller trouver. Après, le problème, c'est qu'on peut être plein à lire cet article. Donc ça ne garantit rien. C'est vrai, mais c'est l'intérêt de suivre nos live Twitch. C'est que du coup, on vous les donne, les tips. Donc pour ceux qui le cherchent, c'est donc sur asmodee.france/blog. Et donc c'est un article qui est dans la partie guide, tuto et conseils. Je vois que Maël vous a mis le lien en direct dans le chat. Après Splendor Duel, on en parlait tout à l'heure, celui que vous pourrez remporter sur notre dernier tirage au sort, le Azul Duel. Pareil, on va se dire la même chose que pour Splendor. On va se dire, Azul à 2, ça marche déjà très bien. Et oui, Azul Duel, c'est pas du tout la même chose. Dans Azul Duel, ce qui pousse un petit peu les curseurs, c'est qu'on va être sur un jeu un petit peu plus initié que Azul. La principale différence, entre guillemets, est que on va construire son mur au fur et à mesure que la partie va avancer. Là où Azul, sauf si on joue évidemment sur la phase de plateau qui est neutre, où là on va le construire un peu comme on veut, globalement, le mur est déjà fait, on va aller chercher des faïences qu'on va aller poser sur le mur en essayant donc d'être rapide à faire son scoring. Là, on va aller chercher des tuiles qu'on va poser sur le mur, et c'est ces tuiles qui vont dire quelles faïences on doit aller mettre, quels azulejos on doit aller mettre. Donc forcément, la manière dont on va construire le mur va avoir un énorme impact. Donc il faut en fait avoir cette mécanique de dire, ok, ça, je me construis mon objectif, tout en me disant, je vais pouvoir aller chercher tel et tel azulejo, donc je sais que je vais pouvoir scorer là et là. Il y a évidemment, avec cette information, qui est que c'est direct, donc votre partenaire / adversaire sait exactement ce que vous êtes en train de faire et voit où vous allez. Donc les moteurs de blocage, en tout cas les possibilités de blocage, sont évidentes, sont réellement là. Je te laisse prendre la parole, comme ça j'ouvre la boîte parce qu'on voulait vous montrer un petit peu le matériel. Oui, en fait, il y a tout l'aspect, à la fois en termes de mécanique, mais en termes de direction artistique, il y a également cet aspect réflexion autour de la dualité. Ce n'est pas pour rien que la boîte, comme le reste des éléments de jeu, représente soit le jour, soit la nuit. Donc votre plateau, soit le plateau jour, soit le plateau nuit. Et il y a... oui, il y a beaucoup de petits éléments qu'on retrouve sur cette ligne-là. Les fameuses tuiles qui vont vous permettre de construire votre mur au fur et à mesure. Ça, c'est pour la rivière de motifs. Et donc, non, on retrouve quand même des éléments aussi, évidemment, propres à la gamme Azul en général. Oui, vous ne serez pas perdu si vous connaissez la gamme, et en même temps, c'est une vraie belle manière de la redécouvrir à travers un focus spécifique sur le jeu à deux. Et si vous avez l'habitude, ce qu'on disait, si vous avez l'habitude d'y jouer en famille, effectivement, celui-là va un petit peu requérir peut-être un poil plus de concentration. Donc, peut-être, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez une table enfant, une table parent, faut être sûr que les enfants sont bien dans leur jeu si vous lancez un Azul Duel, histoire d'être bien dans la partie. Tout à fait. Les mécaniques sont quand même vraiment profondes et riches, donc ça demande quand même un peu de concentration. mais extraordinaire, évidemment. Enfin, vraiment, moi j'aime beaucoup Azul pour plein de raisons, mais pour le matériel, pour la méca, enfin vraiment pour plein de choses. Et Azul Duel, je trouve que ça passe un cran, où vraiment on va encore plus loin. Et c'est hyper appréciable. Alors après, Azul avait déjà eu différentes déclinaisons, évidemment, que ce soit le Jardin de la Reine, etc., les Sintra. Donc il y avait déjà plein de possibilités de jeu dans cette gamme. Là, cette proposition-là, elle vient encore s'ajouter à tout ça.
elle vient enrichir cette gamme qu'est la gamme Azul. Donc pour nous, hyper appréciable et vraiment à essayer. Et normalement, il est sur Cannes aussi, hein, comme la plupart des jeux dont on vous a parlé aujourd'hui. Ils sont normalement tous à Cannes. Alors oui, celui-là n'est pas encore sorti, mais par contre, on vous le fait gagner à la fin de ce live. On enchaîne avec Res Arcana Duo. Res Arcana Duo. Res Arcana Duo, c'est le... Alors, évidemment, Res Arcana a gagné l'As d'Or. Donc, Res Arcana Duo est évidemment l'itération, enfin, en tout cas, l'ajout dans la gamme de Res Arcana est là à 2 joueurs. Res Arcana, c'est pareil, c'est une espèce d'énorme claque ludique. C'est comment, avec 8 cartes, puisque la main d'un joueur, enfin le deck d'un joueur d'une joueuse fait 8 cartes, on arrive à créer toute une espèce de super mécanique de jeu, d'action, de gestion de ressources. Et encore une fois, on ne parle que de 8 cartes. Pour moi, c'est vraiment du génie pur et dur, comme beaucoup de jeux dont on a parlé. Donc tu dis que 8 cartes, mais jeu bien initié quand même, donc ça montre la profondeur bien aussi. Sûr, ouais, bien sûr. Et en plus, il y a cette méthode où, en tout cas la variante, on va dire, où au début du jeu, tu peux drafter les cartes. Donc il y a vraiment tout un aspect du jeu où tu joues vraiment à différents niveaux. Il y a la courbe de progression, mais il y a aussi différents niveaux où on va jouer en découvrant le jeu avec des decks vraiment préparés, puis on va jouer en construisant nos decks en draft, puis on va jouer, et ainsi de suite, en progressant en fait par palier. Et un jeu extrêmement riche sur lequel la version de joueur va vous proposer une expérience plus rapide, plus brève. Alors évidemment, si on a déjà la boîte et qu'on veut l'emmener en vacances, la boîte de Res Arcana est pas très grande, donc c'est tout à fait faisable. Là, le duo, c'est vraiment pour aller chercher encore un petit peu plus de compact, et vraiment une expérience qui est designée pour 2. Donc, on a choisi certaines cartes en fonction de la mécanique de joueur, quoi. Vraiment, des cartes qui étaient un peu plus dédiées pour cette expérience-là. Après, en termes de jeu, vraiment, là, pour le coup, c'est un peu un contre-exemple de ce qu'on vous disait, c'est qu'on est vraiment dans le jeu Res Arcana. On n'a pas twisté la règle pour le 2 joueurs, on est vraiment dans une expérience de jeu de Res Arcana à 2. C'est du coup pas duel, mais duo, qu'on recommande évidemment vivement, parce qu'il y a des cartes différentes, donc vous pouvez tout à fait le prendre comme une extension. Après, il y a des cartes qui se répètent, donc c'est pas forcément... c'est à voir, enfin, encore une fois, venez sur un salon, essayez-le, et comme ça, vous ferez votre avis sur est-ce que, si j'adore Res Arcana, évidemment, je veux compléter ma collection, je veux Res Arcana Duo. Si j'aime bien Res Arcana, mais c'est pas forcément... Enfin, l'expérience en tant que telle me suffit, c'est pas forcément l'optique la plus... la première optique à prendre. Mais en extension, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup de l'essayer, parce que ça va aussi vous permettre de voir ce qui change, de voir pourquoi certaines cartes ont été choisies, et de vous faire un petit peu aussi cette expérience-là, de dire, certes, j'y joue, ces cartes-là ont été choisies donc pour un petit peu construire on va dire une expérience de jeu très directe, mais voilà, ça va vous permettre aussi de vous faire votre opinion, et nous, c'est ce qu'on dit très souvent, essayez-le avant, comme ça vous le savez, vous y allez en connaissance de cause, entre guillemets. On reste dans le jeu pour initier. On va maintenant vous parler de Monumental Duel. Attends, je l'ai là. Tu les as là? Alors avec les 3 versions, là c'est la particularité, 3 boîtes. Et ouais, négoce, espionnage et exploration. Pourquoi? Parce que chacune va proposer un aspect un petit peu différent. Donc Monumental Duel, jeu de deck building. Évidemment, pour ceux qui ont pu jouer à Monumental, ce que garde le duel, c'est la mécanique de plaques, de rivières, nos cartes, et la manière qu'on va avoir d'activer nos actions. C'est-à-dire qu'on va évidemment deck builder pour avoir donc des possibilités d'action,
puis on va construire notre plateau, notre cube, entre guillemets, et puis on va activer une ligne, une colonne, ce qui va donc générer toutes les actions qu'on va faire dans notre tour. Ce qui est hyper intéressant dans Monumental Duel, c'est à la fois donc, le fait de construire son deck, mais aussi le fait d'activer au bon moment les actions. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on les a activées, les cartes vont disparaître, on va les remplacer par des nouvelles cartes. Donc il y a comme ça plein de revirements au fur et à mesure du jeu qui vont avoir lieu et qui vont nous obliger toujours à être assez soit prudent, soit très souple dans notre stratégie pour pouvoir s'adapter à tous les moments. C'est un jeu qui demande vraiment une certaine souplesse. Alors pourquoi 3 boîtes? Les 3 boîtes sont indépendantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter les 3 boîtes. Les 3 boîtes ont des thématiques en fait, ça vous permet d'avoir des peuples qui sont un petit peu plus orientés. Si on veut un jeu qui est... j'allais dire qu'il est un peu moins frontal. Dans les faits, ça reste du duel, donc ça reste quand même assez frontal. Mais on peut aller sur une partie négoce, où on va être un petit peu plus guerre économique, entre guillemets, à une partie exploration, on va être vraiment plus sur, effectivement, prise de territoire et puis éventuellement un peu castagne. Donc c'est aussi un petit peu l'ambiance qu'on veut avoir sur ces parties. Si vous avez les 3 boîtes, vous pouvez tout à fait mixer et jouer un peuple d'une boîte contre un peuple d'une autre boîte, ça, il n'y a pas de souci, c'est équilibré, c'est fait pour. Mais c'est absolument pas obligatoire. Donc là, c'est vraiment aussi, vous, si vous êtes amateur de la gamme monumentale, évidemment, il faut tout avoir. Et puis, au fur et à mesure, pareil, si vous avez l'occasion de le tester en salon, il y a peut-être certaines boîtes qui vont plus vous plaire que d'autres, et qui donc vont un petit peu aussi guider votre plaisir de jeu, votre plaisir d'achat, enfin voilà, tout ça, toujours se faire une idée, comme ça on sait où on va, quoi. On sort des jeux, on va dire, Oui. très initiés, Oui, pour aller, là encore, quelque part un classique, dans les jeux à 2, qui maintenant ont quelques années, mais qui sont toujours aussi savoureux. Connaissez-vous Mr. Jack? On vous parle cette fois de l'édition Pocket, mais il existe aussi en jeu de plateau. Oui, en grand format, traditionnel. tout à fait. Donc un classique de Bruno, Catala. Le Mr. Jack, c'est vraiment... je ne sais pas comment dire, parce que c'est pas tout à fait un jeu d'enquête, mais c'est quand même un petit peu un jeu d'enquête, mais c'est vraiment ce côté du... Si, c'est un jeu d'enquête. Si, Non, c'est mais un petit jeu d'enquête. par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, C'est sûr. aujourd'hui, effectivement, quand on dit jeu d'enquête, on dit un petit peu plus enquête policière, où là, ça Certes. va être un petit peu plus le qui est qui dans l'univers de jeu. Pourquoi? Parce que Mr. Jack est caché, donc il faut arriver à découvrir qui il est. À travers différents suspects. Voilà, il y a plein de suspects qui sont sur la table. Alors, dans le cas de Mr. Jack, ils sont sur le plateau dans différents quartiers. Dans le cas de Mr. Jack Pocket, qui est donc celui dont on va vous parler aujourd'hui. Shkampo nous dit un cache-cache. Il y a de ça, tout à fait. C'est vraiment un cache-cache. Et encore plus dans le cas du Pocket, où en fait, les enquêteurs vont tourner autour du plateau et en fonction de ce qu'ils vont voir, ils vont avoir des indices sur certains suspects et donc pouvoir éliminer certains suspects qui ne sont donc pas Mr. Jack. Le but étant évidemment de coincer Mr. Jack. Dans le cas de Mr. Jack, lui, il va avoir cette possibilité, qui est certes un peu étonnante au début, mais on s'y fait, de pouvoir tourner les rues. Donc effectivement, on fait un peu bouger Londres dans tous les sens. On tourne les rues pour empêcher l'enquêteur de voir ou pour ne le faire voir que ce qu'on veut qu'il voit. Donc il y a comme ça tout un jeu. Mais ce qui est hyper intéressant dans la gamme Mr. Jack, c'est cet aspect où plus on avance, plus ça se resserre. Et il y a une vraie tension qui se fait, mais qui n'est pas forcément bloquante. C'est-à-dire que quand on est Mr. Jack, oui, on est de plus en plus contraint parce qu'il y a de moins en moins de suspects parmi lesquels on peut se cacher, mais on n'a pas pour autant perdu la partie. C'est très loin de là. Au contraire, on peut continuer à bloquer l'enquêteur parce qu'il a aussi moins de possibilités. Il va voir moins de gens. Donc il y a cet aspect où c'est quelque part de plus en plus dur et pas tant que ça. Et il faut arriver justement presque à se contrôler soi-même pour ne pas faire l'erreur qui va faire tomber le château de cartes, entre guillemets. Tu dis c'est de plus en plus dur, mais c'est le côté aussi je trouve très sympa, où plus tu avances dans la partie, plus le nombre de tours qui restent est mince, et où plus, soit tu joues Mr. Jack et que tu dis « ça y est, je suis presque, je vais réussir à m'échapper », soit tu es Sherlock et tu te dis « non mais de toute façon, il reste 2-3 suspects, c'est sûr, c'est celui-là ». Donc voilà, plus la partie passe, plus il y a aussi
Ce ressort du le fait de gagner est à portée de main. Et puis ce côté, moi j'aime bien aussi, parce qu'on ne l'a pas vu dans beaucoup de jeux, il y a des tokens actions, les tokens actions on les lance et on va choisir, donc chacun son tour, hein, une action. Mais en fait, une fois qu'on a joué les actions, le tour suivant, les tokens se retournent, comme ça toutes les actions sont jouées. Ce qui fait qu'on sait toujours quelles actions vont être faites, et qu'on a vraiment ce ping-pong de, ok, sachant que elle va prendre celui-ci, moi je vais peut-être prendre celui-là, bah, finalement il a pris celui-là. Pareil, une certaine adaptativité qu'il faut tout le temps garder, une certaine souplesse. Jeu hyper intéressant. Moi je vais vous avouer, je vais parler pour moi, voilà, on se dit tout. Je préfère encore le Pocket au Mr. Jack. C'est deux expériences qui sont pas similaires. Mr. Jack, c'est un jeu beaucoup plus posé, on va faire tourner un petit peu plus ses méninges, on va vraiment se déplacer dans le quartier, enfin il y a plein de choses qui se passent, mais la fulgurance du Mr. Jack, moi je trouve, elle est hyper intéressante. Il y a vraiment un côté où c'est une espèce de une claque, un shoot d'enquête, quoi. Il y a vraiment, ça se joue très très vite, c'est tout de suite un jeu en tiraillement, donc je trouve qu'il est hyper riche pour ça, ce jeu-là. On continue dans la lancée des classiques. Néanmoins, on va sur quelque chose quand même de très différent. On part sur du jeu abstrait. Alors là, c'est pareil. Normalement, vous connaissez déjà Abalone, mais c'est un jeu à deux extrêmement sympa. Alors, c'est souvent, moi je vous avoue, c'est souvent le jeu que je présente aux personnes qui n'ont pas encore vraiment passé le pas des jeux de société modernes, peuvent beaucoup jouer par exemple aux échecs, aux dames, etc. L'intérêt d'Abalone, c'est que par son caractère abstrait, c'est assez facile, j'ai envie de dire, d'embarquer tout le monde. Il n'y a pas le frein que peut parfois apporter un univers très riche et très marqué. Donc c'est un jeu, on va dire, pour recruter de nouveaux joueurs très facile. Et en même temps, c'est un jeu extrêmement riche. Chaque partie ne se ressemble pas. Il y a une vraie stratégie et une vraie manière de réussir à prendre le pas sur son adversaire et à pousser, à prendre en fait l'emprise du plateau, puisque c'est donc ça l'objectif, c'est d'arriver à pousser l'ensemble des pions qui sont sous la forme de boules de son adversaire en dehors du terrain. Au-delà d'un certain nombre de boules, l'adversaire a perdu. Et voilà, c'est une lutte d'espace, une guerre de conquête du territoire. Ah ouais. On le dit souvent et ils en ont beaucoup parlé, mais Laurent et donc le regretté Michel, quand ils ont créé le jeu, ils cherchaient vraiment à développer cet aspect où le jeu n'est absolument pas punitif et il veut vraiment faire rentrer un maximum de gens. Là où quand on arrive sur les échecs, qui est donc le jeu abstrait entre guillemets, on peut être très vite bloqué parce que l'apprentissage est finalement pas si évident que ça, devoir se rappeler quelle pièce a quel mouvement et donc quelle stratégie adopter en fonction de la pièce qui bouge, c'est au départ un petit peu compliqué. Là, eux, ils cherchaient vraiment quelque chose où ni dans le vocabulaire, ni dans l'expérience de jeu, on est dans l'affrontement. Là, il y a quelque chose de très souple, très doux, on pousse les billes, on n'est jamais perdant, entre guillemets. Il y a vraiment ce côté où on est tout le temps en train de jouer. Il y a des mauvais coups, entre guillemets, parce qu'ils vont donner à l'adversaire plus de possibilités. Mais quelque part, là où eux disaient il n'y a pas de mauvais coups, c'était plutôt pour l'aspect tu fais toujours avancer ton jeu quand tu joues. Et par contre, effectivement, là où on va dire il peut y avoir des mauvais coups, c'est que peut-être tu ouvres la porte à ton adversaire pour qu'il marque plus ou moins de points en une fois. Mais il y a vraiment ce côté où tu peux jouer et c'est un espace safe, entre guillemets. Et donc, dans la rondeur, il y avait eu un énorme travail de développement sur les billes, sur l'expérience même sonore du tac que fait les billes quand elles bougent, que font les billes quand elles bougent sur le plateau. Donc pour ça, hyper intéressant, et je vous invite évidemment à en lire. Je crois qu'on a un article sur Abalone, mais sur les jeux comme ça, un peu classiques. En tout cas, renseignez-vous, il y a vraiment plein de très belles histoires autour de ces jeux-là. Et donc oui, version Abalone Go, puisque il existe maintenant également en version de voyage. Ouais. Et c'est très bien, ce petit plateau comme ça qui tient. Enfin, faut que j'arrête de dire très bien, moi.
Bah non, Arrête de quand dire c'est que vrai. génial. Et Orbito? Voilà, on termine cette partie par un dernier jeu. Alors là encore, on est dans du jeu abstrait. Visuellement, on peut dire qu'on est quand même... Oui, non, c'était peut-être pas mal de sortir tous les deux en même temps. On est sur une esthétique assez proche de celui dont on sort. Néanmoins, là, il y a un twist très intéressant puisque le plateau est mouvant. Alors, c'est pour ça que je le sors. C'est parce que quand même, il faut qu'on vous montre, si vous ne l'avez pas encore vu, ce jeu-là. L'an dernier, pour ceux qui étaient à Cannes, il y en avait un exemplaire géant, donc vous avez pu au moins l'apercevoir. Hop. Attends, est-ce que là vous voyez? Oui, vous devriez voir normalement. Évidemment, ça tombe. Est-ce que ça va marcher? Attends, je ne sais pas. Bon, si Non. je le fais comme ça, est-ce que... Zut. Voilà. Oh, il n'y arrive pas. Donc l'intérêt, c'est qu'on reste sur un jeu de stratégie, mais il y a une dimension très très fun du fait de ce plateau mouvant et du fait que les coups sont peut-être plus difficiles à prévoir et à anticiper. Jérôme Bonaldi. Effectivement, comme dit Marie, cet aspect mouvant le rend à la fois complexe et plaisant. Alors, l'un n'empêchant pas l'autre. C'est-à-dire que la stratégie va être évidemment d'arriver à bien anticiper le mouvement que va faire le plateau, en sachant qu'il tourne toujours dans le même sens. Donc théoriquement, on sait où vont se placer les billes, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'évidemment, au fur et à mesure, on ne va pas forcément le prendre en compte. Il suffit d'un moment, un peu de distraction ou de manque de concentration pour rater le coche, ce qui n'est pas grave, hein, ça marche quand même très bien, mais le jeu, c'est à la fois un jeu abstrait, stratégique, très fin, et en même temps, il y a un côté chaos qui vient un peu surprendre, qui vient un petit peu emmener le jeu ailleurs, et on se retrouve très souvent à passer d'un état où on était hyper concentré à un état où, je vais pas dire on éclate de rire, mais vraiment où on se dit, ok, alors là, je suis parti, mais pas du tout dans le bon sens par rapport où je croyais, donc j'ai peut-être flingué ma partie. Et donc on redouble de vigilance pour essayer de rattraper. Enfin, il est très efficace pour ça. Attends, est-ce que je vais... Hop. Oui, voilà. Tac. Bon, visuellement, j'ai pas réussi à vous montrer vraiment, mais pareil, Cannes, vous verrez, ou évidemment les salons, hein, comme toujours, ou chez votre ludicaire. Hein, On arrive à la fin de cette partie, on revient donc sur un tirage au sort, et cette fois on s'est dit qu'on allait vous faire gagner les 2 versions Pocket. Sait-on jamais, vous allez peut-être passer la Saint-Valentin ailleurs que chez vous, et donc vous pourrez emporter dans le sac à la fois un Mr. Jack Pocket, et à la fois un Abalone Go. Donc Maël, quand tu es bon. Donc comme toujours, point d'exclamation Cupidon. C'est parti. C'est parti. Ah, j'ai envie de faire une petite musique d'ambiance. Là. Tun, 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 tun. Oui, ça participe, ça participe. Ouais, allez-y, c'est maintenant, hein, évidemment. Il vous reste encore une quarantaine de secondes, donc n'hésitez pas sur les deux. On attend évidemment vos commentaires, comme toujours. Là, le fait de pouvoir les emmener en voyage, c'est évidemment très appréciable dans vraiment ce format assez compact. Et puis, là, pour le coup, vous serez sur 2 expériences de jeu très différentes. Donc, ça va aussi un peu rythmer, comme disait Marie, il y a certains moments où on a plus envie d'une tisane et puis certains moments où on a plus envie d'un café. Et voilà, ça sera la même. Il va y avoir des soirées peut-être un petit peu plus Mr. Jack et puis des soirées un petit peu plus à ballonne. En vrai, dans les faits, ce sera enchaîné les uns derrière les autres, mais on vous laisse vous faire votre propre avis. Ah bah c'est tirage au sort. Vraiment, j'adore. Qu'est-ce que nous dit la roue? Hop, on attend de voir le résultat. Félicitations à Angelou7706 qui remporte donc ce lot de double petit jeu à emporter. Mr. Jack Pocket et Abalone Go. Ah, Pro Meeple, non, je pense que les enquêtes pour Jérémy, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais des bises à vous deux, évidemment. Enfin, et à tous ceux qui sont dans
à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Des bises à tout le monde. On arrive sur le dernier chapitre du coup de cette émission. Et donc, c'est le moment des teasings, le moment de présenter des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui, pour la plupart tous, seront présentés à Cannes. Et donc, on va commencer avec, attention, la nouveauté de chez Playpunk. Alors, pour ceux qui ne les situent pas, Playpunk, c'est ceux qui ont fait Captain Flip. Encore un autre jeu nommé. Comment ça, vous ne les situez pas? Comment c'est possible de ne pas les situer? Mais si. Alors là, on n'a pas la boîte physique. Ce qu'on va vous montrer, c'est simplement une image, mais qui révèle déjà pas mal de petits d'éléments. Pas mal de petits éléments. Et donc, on vient vous parler de Zenith. Zenith, petite pépite ludique, donc pareil, que vous allez pouvoir découvrir à Cannes, vous allez pouvoir y jouer. Nous, ça a été un très beau moment de découverte, Zenith. Donc, en plus, quand tu sors de Captain Flip, autant te dire, là, tu dis, waouh, génial. Il y a vraiment ces deux expériences évidemment hyper différentes pour des publics différents aussi. Donc, il y a un très bon travail de chacun des côtés. Donc, un jeu beaucoup plus tir à la corde. Hein. Là, on est vraiment sur un jeu de joueurs. Pardon, Non, je t'en prie. Mais non, mais c'était pas toi, celui-là? Non, particulièrement. Enfin, vas-y. Donc, celui-là, on va développer ça. Pardon, du coup, je croyais. On va développer un petit peu son empire sur différentes planètes du système solaire. Et donc, je vous dis vraiment cet aspect très tir à la corde où on va aller gratter certaines possibilités donc dans les différentes pistes où on peut se positionner. Et évidemment, plus vite on va, plus on contraint l'autre. Et donc là, il y a un vrai jeu, évidemment, il y a un vrai jeu d'échange, on va dire échange, qui perturbe beaucoup, et c'est ça qu'on trouve hyper intéressant, c'est que dans le jeu de joueurs, cet aspect où on est contraint par le mouvement de l'autre, il est intéressant parce qu'il nous fait rentrer dans une mécanique, enfin pas dans une mécanique, pardon, mais dans un état potentiellement de stress, qui à la fois nous fait réfléchir beaucoup plus vite, mais nous fait aussi commettre des erreurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe où, et là c'est le cas avec Zenith, il y a vraiment un truc où on se dit, waouh, là il faut que je sois hyper réactif parce que ça monte là, comment je vais bloquer? Et le jeu comme ça est très tendu, très bien fait. Vraiment, il est pour ça. Enfin, il faut que j'arrête de dire que ces jeux sont extraordinaires. Ces jeux sont vraiment extraordinaires. Mais vous ferez un avis tout seul et je sais que vous serez d'accord avec nous. Mais il y a quelque chose d'extrêmement, de fulgurant, voilà, de fulgurant quand on joue à Zenith, qui marche super bien. Oui, vas-y, pardon. Non, je voulais juste dire que dans le chat, il y a effectivement beaucoup de personnes qui réagissent et sont d'accord avec nous. Donc tu vois, on n'est pas les seuls, notamment parce qu'il y a l'adaptation sur BGA, et donc les gens peuvent déjà commencer à le tester. Donc oui, on vous y encourage. C'est une autre manière de découvrir les jeux aussi, bien sûr, Board Game Arena. Et puis, moi, c'est vrai que c'est tout bête, mais même ne serait-ce que la direction artistique et la thématique en mode qui prendra le contrôle du système solaire, tout de suite, j'ai trouvé ça très inspirant. C'est ton côté Battlestar, ça. Ça doit être ça. Ton côté Cylon. Oui, je confirme. Je travaille pour Asmodee. C'est pas pour ça que ces jeux sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Après, j'ai la chance de travailler, enfin, nous avons la chance de travailler avec juste les meilleurs jeux. C'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est factuel. On en a conscience. Hein. On passe maintenant à la prochaine nouveauté de chez Repos Productions et de chez Space Cowboy. Alors, Space Cowboy en l'occurrence, Repos à droite. Repos Productions. Donc pareil, vous les verrez tous les deux à Cannes. Donc dans le cas de Garden Rush, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la boîte. Parce que le couvercle de la boîte, c'est le plateau de jeu. C'est malin. J'adore. Donc, des nains dans un jardin avec des outils de jardinage, qu'est-ce que ça peut faire? Et bien, Garden Rush répond à la question. Donc là, on va marquer des points en se déplaçant dans ce jardin, en évidemment allant chercher des outils qui vont nous permettre d'avoir des... Il est à l'envers le jeu. Mythical.
Pardon, le jeu était à l'envers. Donc d'avoir des actions différentes, des actions doublées, des actions bonifiées, et évidemment il va falloir scorer sur les différentes plantes qu'on va réussir à faire pousser, les légumes. Donc il y a comme ça un jeu pour le coup très direct, comme on le dit. On a parlé beaucoup de cette mécanique sur les jeux à 2 joueurs. Là c'est beaucoup le cas effectivement. Ce côté à la fois déplacement qui va avoir un impact parce que évidemment on ne va pas positionner nos tuiles au même endroit en fonction des scores qu'on veut faire et en fonction des possibilités que ça va générer. Et puis faut surveiller quand même ce qui se passe en face parce que c'est jamais anodin parce que même si on va un petit peu se donner des possibilités l'un à l'autre. C'est la manière dont on se sert de ces possibilités-là qui va faire tout le sel du jeu. Waouh, il n'a pas réussi. Mythicals. L'autre. Hop, l'autre. Hop. Donc là, on est dans un univers, vous l'avez vu, assez coloré, assez cartoon. Là, on est dans un univers beaucoup plus... Ouais. Parfait. Et hop, il est centré. Dans un univers beaucoup plus doré, beaucoup plus travaillé... on va dire adulte entre guillemets, sur l'aspect graphique. 2 traitements très différents, mais dans les 2 cas très poussés, très aboutis. Donc là, hop, dans le cas de Mythical, le but va être d'aller donc dans une rivière de 3 cartes, d'aller chercher les cartes qui nous intéressent, ou de ne pas laisser les cartes qui intéressent notre adversaire, pour faire des suites qui vont nous permettre de scorer des objectifs. Évidemment, plus on a de cartes qui se suivent, plus les objectifs qu'on va scorer nous donnent de points. Si on a 5 cartes qui se suivent, on peut aller scorer l'objectif le plus fort sur une certaine couleur. Il y a évidemment différentes couleurs. C'est assez rapide, c'est assez tranchant comme jeu, dans le sens où vraiment cette possibilité, donc soit de prendre les cartes qui nous intéressent, soit de les laisser aller sur les différents plateaux, sur les différents lieux du plateau pour que l'autre puisse les prendre, l'impact on le verra tout de suite. Il y a très peu de temps d'attente. Ça peut être assez punitif si on laisse une trop belle opportunité à son adversaire. Dans les faits, on se rend très vite compte qu'en fait, à un tour près, on est toujours très très proche en termes de score. Mais le tour peut faire la différence de score entre l'un et l'autre, mais on n'est jamais très loin. C'est toujours un jeu assez tendu de « Ok, si j'avais... » Et là, on revient dessus, on revient sur le jeu. Si en tour 3, j'avais pris ces cartes-là et je t'avais pas laissé ça, du coup, j'aurais réussi à l'emporter. Et donc, il y a un vrai côté comme ça, puisque c'est ça, on en refait une. Jeu très rapide, jeu vraiment très tendu. Belle proposition ludique. Voilà, là, vous allez avoir vraiment 2 univers très différents, mais 2 propositions ludiques qui sont... là aussi, différentes, comme on a dit, mais qui sont hyper intéressantes. Petit coup de cœur pour le traitement graphique de Mythicals, parce que le travail qui a été fait sur les dorures de cartes, exceptionnel. Vraiment, ça change tout. On a Shkampu qui nous signale à découvrir en bêta sur BGA également, donc là pour Mythical. Je ne me trompe pas. Ah ouais. On en a terminé pour ces présentations. On va adresser le dernier tirage au sort pour Azul Duel. Donc en attendant simplement que ça puisse se préparer, voilà, on était sur une émission quelque part un peu plus classique, un peu plus simple, où on vous présentait différents jeux. C'était néanmoins une bonne manière pour nous aussi de vous donner envie, pour ceux qui seront présents sur Cannes, d'en découvrir un certain nombre et de savoir aussi comment faire votre choix et comment vous orienter. Et puis, on va revenir très fortement. On ne vous a pas parlé sur ces jeux, des jeux de cartes à collectionner. Ça aurait été aussi une possibilité de parler de jeux de cartes à collectionner pour les jeux à 2. En fait, comme vous le savez peut-être, sur Cannes, on vous réserve 2 très belles émissions jeux de cartes à collectionner. Pour le coup, qui seront des interviews avec des designers du jeu ou avec les équipes en fait, derrière les jeux. Donc, dans ce cadre, on fera des émissions dédiées et c'est pourquoi on ne les a pas citées ici.
Ouais, il y a un développement spécial sur Cannes. Donc là, l'idée, c'était aujourd'hui de parler d'autres jeux, vraiment plus de jeux que de jeux de cartes. Le jeu de cartes à collectionner, il a un petit peu son univers à lui, à part. Mais évidemment qu'il y a des duos d'amateurs de collection et de jeux de cartes. Donc, vous verrez sur Cannes, il y a plein de choses pour vous. Donc ne soyez pas déçus. Hein. Si vous avez découvert des jeux aujourd'hui, bah, tant mieux. Si vous n'en avez pas découvert, mais que ça vous a un petit peu donné de l'intérêt ou attisé votre curiosité, bah, évidemment, tant mieux. Comme on le redit encore une fois, mais n'hésitez pas à aller voir vos ludicaires parce qu'ils pourront vous renseigner sur les dates de sortie, sur les différents jeux. Ils vous connaissent, donc ils pourront vous dire aussi quel jeu pourrait ou pas vous plaire. Dans tous les cas, évidemment, il y a plein de salons sur lesquels on est, donc venez nous voir sur les salons parce qu'on a des tables à disposition pour que vous puissiez découvrir et vous faire un avis par vous-même. Mais voilà, tout cet écosystème, évidemment, il est à vous. Donc, les tables sont pour vous, les ludicaires sont là pour vous aussi. Donc, allez-y, on vous attend. Non, on n'a pas lancé pas du tout. Est-ce que c'est bon pour toi, Maël ? Alors, c'est parti. Point d'interrogation. Pas point d'interrogation, pas du tout. Point d'exclamation, Cupidon. Et donc, pour essayer de remporter le Azul Duel en avant-première. Le point d'interrogation est rigolo, ceci dit. Qu'est-ce que tu fous, Cupidon? Donc, pour rappel, hein, Cupidon, il ouvre les yeux, il désigne deux personnes. Ces deux personnes-là, pendant toute la partie, elles vont essayer de gagner ensemble. On n'en a pas parlé de celui-là. Dans le format à deux, c'est vrai qu'il était compliqué. C'est vrai qu'il était plus difficile à placer. Après, évidemment, un loup-garou de tierce-lieu, ça reste... là, on sort d'une année où l'actu a été très très forte dessus. On a encore une actu assez forte. Il y aura des tables... un espace de jeu qui va être dédié à Cannes. Donc, évidemment... mais ce n'était pas le sujet du jour. Là, on était vraiment sur les jeux de 2 joueurs. Et donc, on espère vraiment que vous avez découvert des choses qui vous intéressent ou que votre curiosité a été attisée. Mais nous, on est quand même très, très, très content du display de jeux de joueurs qu'il y a depuis des années parce que c'est des propositions qui sont très, très riches, toujours, et qui vont dans les deux sens, qui impactent le jeu global. Ça y est. Le gagnant a été... c'est pas la première fois. C'est Shkampou qui revient en force avec une nouvelle victoire sur un tirage au sort. Bravo à toi. Bah ouais, bravo. Promis, au 157e cadeau, voilà. Il y a des présences en live qui sont rentables. Hein. Non, mais en tout cas, bravo. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et on espère vous retrouver à nouveau sur Cannes avec 2 belles émissions qu'on vous prépare et plein de contenu. Et puis, d'ici là, on vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Bien sûr, belle Saint-Valentin. Un très beau mois de février. Et puis un beau Cannes. Et un beau Cannes, c'est vrai? Oui, un beau Cannes. Comme ça finit bien le mois de février. Non, c'est parfait. Et ça débute bien le mois de mars. Et ça débute bien le mois de mars, ouais. Non, merci à tous d'avoir été là. Évidemment, on vous retrouve bientôt. Et puis... je sais pas, on n'a pas de spoiler sur... Non, t'as déjà dit. Oui, t'as déjà dit. Si vous voulez les spoilers de ce qui se passe sur Cannes, c'était dans l'émission précédente, elle est encore disponible, soit en replay sur la chaîne Twitch, soit sur notre chaîne YouTube. Vous verrez. Prenez soin de vous, au plaisir. À bientôt et jouez bien.
Bye.